Première en direct sur la première, merci d'être fidèle. Chaque jour, une tranche d'informations en direct avec deux sujets d'actualité. Trouver le logement qui nous convient tout au long de la vieillesse, voilà un défi de taille puisque l'allongement de l'espérance de vie, c'est une réalité. Seniors et logement représentent pour la société un défi important. À côté des traditionnelles maisons de repos, apparaissent de plus en plus de solutions créatives, alternatives, des résidences-services. On en parlera avec des investisseurs immobiliers de plus en plus friands du créneau des seniors. Complexe sur mesure donc pour seniors qui peuvent garder leur autonomie et puis bénéficier de services qui sont adaptés à leur âge, mais aussi, je le disais, des formules plus créatives. On va parler de l'habitat groupé pour les seniors. Faire une colocation quand on est plus âgé, c'est possible et parfois c'est très bon pour la vie sociale. On parlera bien sûr d'habitat intergénérationnel aussi, mêlé des plus âgés et des plus jeunes. Des formules plus intéressantes financièrement, mais aussi qui permettent aux seniors de garder une vie bien plus active. C'est un sujet qui nous occupe jusqu'à 13h. N'hésitez pas à poser vos questions et à porter vos commentaires. Vos avis, questions et commentaires sur Twitter, #midi1, sur la page Facebook, le forum de midi, par téléphone au 02 737 37 07. le forum de midi première. Fabrice Lambert. Se loger quand on est à la retraite, quand on rentre dans cette tranche de vie qui commence à s'allonger de plus en plus, c'est une bonne nouvelle, mais financièrement c'est parfois difficile. Beaucoup d'invités jusqu'à 13h. Je vais accueillir d'abord par téléphone et ce sera la première personne qui interviendra, c'est Philippe Defey qui est avec nous depuis Namur. Bonjour. Bonjour. Économiste, vous étiez un élu local, un élu écolo depuis pas mal d'années. Vous êt président de l'Institut pour un développement durable. Philippe Defey, merci d'être avec nous en duplex depuis Namur. Je vous donne la parole dans un instant, mais avant cela, je salue Laurent Van der Beek qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je parlais bien sûr de solutions alternatives pour l'habitat des seniors. On en parlera avec vous. Vous êtes chargé de mission du côté de Louvain-la-Neuve, la SBL Habitat et Participation. Merci d'être là. Et puis, directrice de la SBL Un Toit, deux âges, mêlés des plus jeunes et des plus âgés. C'est Claire de Kerotem qui est avec nous. Claire, bonjour. Bonjour. Et vous aurez largement l'occasion de commenter, peut-être de conseiller des enfants, des petits-enfants qui pourraient conseiller à leurs grands-parents de vivre avec des personnes plus jeunes. Merci d'être là. Philippe Defey, tout d'abord, bonne nouvelle, on peut constater depuis plusieurs mois que la précarité et la pauvreté est en régression du côté des seniors financièrement et pour se loger, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est effectivement une bonne nouvelle, mais attention, elle est probablement transitoire. Effectivement, le taux de pauvreté a baissé parce qu'arrive à l'âge de la pension des personnes qui ont pleinement profité, dans le bon sens du terme, de tous les acquis sociaux, de tous les développements économiques, des augmentations de salaire relatives. Alors deux invités en studio, Philippe Defey, on parlera avec eux des solutions plus créatives pour le logement des seniors, mais je reste avec vous un instant. Ça reste, comme je le disais, un défi de taille pour nos politiques aujourd'hui, de veiller à ce que tout au long de la fin de vie, et parfois cette fin de vie s'allonge, on est retraité à 60, 65, on peut vivre jusqu'à 80 et au-delà, le logement reste aujourd'hui un défi important. Oui, alors pour plusieurs raisons. D'abord pour une série de personnes, il y a quand même des personnes qui arrivent à 65 ans, qui pour des questions de parcours de vie, des questions de revenus tout au long de leur vie, ne sont pas ou ne sont plus nécessairement propriétaires de leur logement en arrivant à 80 ans. Et là, ça c'est compliqué, parce que louer quand on est âgé, ça pose des questions budgétaires d'abord, oui, mais aussi le fait qu'il arrive à certaines personnes à 75, 80, 85 ans de devoir quitter leur logement parce que le propriétaire a décidé de l'occuper ou parce qu'il y a un changement dans sa politique de location, peu importe. Et ça, c'est évidemment extrêmement dramatique quand on déracine des personnes de manière involontaire. La deuxième chose qui est importante aussi de préciser, c'est que rester à domicile aujourd'hui ne veut pas nécessairement dire rester à domicile dans le logement qu'on a occupé pendant une partie de sa vie. D'abord parce qu'éventuellement, entre-temps, on s'est séparé, parce que beaucoup de ménages aujourd'hui font le choix de changer de logement. Typiquement, on quitte une villa 4 façades pour aller vers un appartement situé plus proche de l'activité, un centre urbain ou un centre semi-urbain, et que ce transfert de propriété peut parfois être coûteux, parce que les maisons construites dans les années 60 et 70 n'ont pas nécessairement
une valeur énorme sur le marché immobilier, tandis qu'un appartement neuf en ville coûte très cher. Et puis, d'une manière générale, le message, c'est de dire aussi qu'il faut que, quelle que soit la formule retenue, il faut que ce soit une réussite. Et une réussite, ça veut dire garder des liens sociaux. Ça veut dire des soins et services à domicile. Ça veut dire prendre soin de l'aidant. Ça veut dire éventuellement changer les équipements d'une maison, par exemple, installer un petit ascenseur ou le système qui permet de monter via l'escalier. Donc tout ça implique effectivement des interventions publiques, c'est notamment l'intention de la région wallonne avec son assurance autonomie, et d'être bien attentif que si on veut des personnes heureuses à domicile, il faut qu'à certains moments, elles puissent en sortir pour faire leurs courses, pour faire participer à des activités culturelles, pour aller se reposer dans une maison de convalescence. Donc il ne s'agit pas non plus d'enfermer les gens chez eux. Oui, Philippe de Fait, et on verra vers vous dans un instant, le secteur privé est très friand quelque part maintenant de ce créneau des seniors. On voit fleurir de nouvelles alternatives, notamment des résidences-services, on va en parler, mais je reviens en studio avec vous, Claire de Cœur-au-Thème, pour donc l'ASBL en toit 2 âges. Eh bien oui, c'est une nouvelle façon de proposer quelque part un habitat alternatif aux personnes plus âgées, de partager son habitation ou bien une résidence ou un complexe avec des personnes plus jeunes. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Oui, ça fonctionne bien, puisqu'on voit bien une évolution vraiment croissante depuis le début de la création de l'ASBL. Donc je crois vraiment que ça répond à une demande. C'est certain qu'un senior, malgré tout, souhaite rester quand même chez soi, dans ses meubles, dans son cadre le plus longtemps possible, et quitter ce logement vraiment le plus tard. Et la possibilité d'avoir un étudiant chez lui permet justement de rester par sécurité, sachant qu'il y a quelqu'un qui est là si jamais il tombe, si quoi que ce soit. C'est plus rassurant pour lui. C'est rassurant aussi pour les enfants, qui savent que leurs parents ne sont pas seuls. Et donc grâce à tout cela, ils peuvent rester le plus longtemps possible chez eux. Alors ça se fait où et dans quelle mesure ? Est-ce que chez nous, on voit de plus en plus voir cette formule qui est en train de se généraliser ? Comment ça se passe concrètement ? Donc ça se passe à Bruxelles et en Wallonie, dans toutes les grandes villes où se trouvent des seniors et des étudiants, puisqu'il faut être étudiant pour pouvoir bénéficier de ce logement. On a quand même 220 logements actifs cette année à Bruxelles, donc c'est quand même pas mal aussi. Et voilà. Est-ce que c'est facile, quelque part, de concilier 2 âges aussi différents, parfois des personnes qui ont vécu, qui sont dans une personne à la retraite, et puis des étudiants, on a parfois l'impression, et des étudiants qui ne sont pas de la famille de la personne plus âgée, on a parfois l'impression que ça n'a pas être facile au quotidien. Alors, je pense qu'il faut absolument que tout soit bien cadré, que tout soit bien clair dans la tête de l'un et de l'autre. De toute façon, c'est une demande de l'un et de l'autre, comme vraiment, on ne force personne. L'étudiant nous contacte par souhait de vivre chez une personne âgée, et la personne âgée est désireuse d'avoir un étudiant chez elle. Donc déjà, au départ, on part avec une vraie volonté de réussir cette expérience. Et ensuite, l'ASBL est présente justement pour sélectionner, rencontrer chacun des étudiants et ensuite proposer cette colocation qui est ensuite concrétisée par une convention d'hébergement tout au long de l'année. Et puis, on vérifie bien sûr que tout se passe bien. Donc, le fait que ce soit bien cadré permet une réussite quand même de cette cohabitation. Oui, Philippe de Fait, à Namur, une réaction par rapport à ce type d'habitat intergénérationnel ? Alors, je pense savoir que l'association qui fait pour moi un excellent travail de mettre en place un nouveau modèle, de rapprocher des personnes qui finalement y gagnent toutes les deux, devrait pouvoir être élargi à d'autres catégories d'âge. Mais là se pose alors un problème général. Oui, tout à fait. C'est comment est-ce que dans notre droit social, notre droit fiscal, peut-on mettre ensemble une personne pensionnée et par exemple une personne qui est au chômage ou une personne qui a une allocation de CPS ou peu importe. Or, il y a une demande. Et je pense que certaines personnes âgées se sentent très bien avec un jeune aux études et d'autres pourraient se sentir mieux, par exemple, avec une jeune maman en difficulté ou qui souhaite tout simplement vivre autrement ces difficultés. Et donc ça, il faut lancer un appel au fédéral pour dire, s'il vous plaît, changeons les règles pour que ces formes de solidarité courtes, qui apportent quelque chose à tout le monde, à la société et à toutes les parties concernées, puissent se faire sans dégâts sociaux, puissent se faire en toute tranquillité d'esprit. Il y a aussi, par exemple, des questions qui se posent en matière de saisie. Il ne faudrait pas qu'une personne âgée qui accueille quelqu'un qui est en difficulté
de manière volontaire, soit pénalisé par l'arrivée d'un huissier. Enfin, il y a toutes sortes de choses à changer. Et si on pouvait supprimer ces freins, je pense qu'on ouvre des portes extraordinairement riches et positives pour tout le monde. Oui, Claire de Kérotem, sur ce que Oui, vient je de suis dire tout à fait Philippe d'accord Lefebvre. avec vous, mais vraiment tout à fait. Nous sommes d'ailleurs contactés par des personnes autres que des étudiants, mais nous ne pouvons pas mettre une personne qui se domicilie chez une personne Voilà. âgée, car elle perdrait alors son statut d'isolé, deviendrait cohabitante, et là il y a un impact. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs restreints à ces étudiants qui ne se domicilient pas chez la personne Oui, âgée. il y a d'autres solutions également, on va en parler, et puis aussi on aura l'occasion de parler des investisseurs privés qui construisent pas mal de ce qu'on appelle les résidences de services. C'est une alternative aux maisons de repos. Laurent Van Der Beek, je vous ai présenté comme chargé de mission donc pour Habitat et Participation à Louvain-la-Neuve. C'est une ASBL qui est quand même quelque part une sorte de garant, une sorte d'expertise que vous faites depuis plusieurs années sur la façon dont le logement et les seniors évoluent. Oui, tout à fait. Donc on existe depuis 82 en région wallonne, mais on est aussi actif sur la région bruxelloise. Alors, juste pour préciser, on ne fait pas que de l'habitat groupé, on fait le droit au logement notamment, etc., etc. Que représente par exemple l'habitat groupé pour des personnes plus âgées? Est-ce que c'est comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est la même chose que quand on parle d'habitat groupé pour des personnes plus jeunes? C'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment, les habitats groupés pour les personnes âgées sont prévus pour une perte de mobilité, souvent, pour un changement de pièce parfois aussi, parce que imaginons que la personne âgée devient un peu plus dépendante, ne sait plus monter à l'étage, on peut faire des changements d'étage, ça c'est possible aussi. Donc c'est vraiment un aménagement, mais en termes de construction, juridique ou autre, il n'y a pas vraiment de différence. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlera d'un commentaire qui nous vient d'une infirmière qui nous dit que les personnes âgées surtout veulent rester à la maison? On parlera de débloquer des moyens, nous demande-t-elle, pour aider justement ces personnes-là à rester chez elles, on en parlera. Quelles sont aujourd'hui pour une personne âgée, Laurent Van Der Beek, les différentes solutions qui existent aujourd'hui pour se loger? Donc, il y en a évidemment qui veulent rester chez eux, mais il y en a parfois qui désirent justement faire autre chose pour recréer du lien social, puisque les personnes âgées sont rencontrent fort cette problématique du lien social. Et donc, il y a plusieurs projets, donc on appelle nous habitat groupé, qui se déclinent en plusieurs autres sous-projets, comme l'habitat kangourou, que fait notamment un toit à deux âges, mais eux qu'avec des étudiants. Vous avez l'habitat intergénérationnel, qui lui est un habitat créé par des privés, comme vous et moi, qui sont des projets. Et vous avez l'habitat solidaire, qui lui va plus être créé par des associations ou des CPAS, des communes, pour aider justement ces personnes âgées. Oui. Qui peut exprimer l'envie? Est-ce que ce sont, Claire de Kérotem, plutôt les enfants ou les petits-enfants qui peuvent gérer ça, ou bien on peut faire confiance à la personne plus âgée qui peut exprimer librement ses souhaits? Au contraire, il faut que la personne âgée l'exprime librement. On ne va pas la forcer à avoir quelqu'un chez elle. Il faut vraiment que cette demande vienne d'elle. On apprécie en revanche que les enfants soient là. C'est un projet de famille, mais c'est la personne âgée qui doit avoir le dernier mot, parce que c'est quand même chez elle que vivra cet étudiant. Donc. Oui. Philippe de Feit, en tant que président de l'Institut pour un développement durable, toujours présent avec nous par téléphone en duplex depuis Namur, cette personne qui sur le site, sur la page Facebook de l'émission nous disait débloquons plutôt des moyens pour aider réellement nos personnes plus âgées à rester chez elles, plutôt que justement, elle nous dit tout simplement à remplir les poches des promoteurs ou sociétés de gestion de maisons de repos. Alors oui, donc rappelons quand même qu'en matière de résidence-service et de maisons de repos, il y a trois acteurs qui ont des logiques, des fonctionnements et, soyons clairs, des prix différents. Donc il y a le secteur associatif, non marchand, il y a le secteur privé et commercial, et puis il y a le secteur public au travers des CPS et parfois des intercommunales. Donc il faut bien distinguer ces trois acteurs. Mais donc sur l'idée de maintenir à domicile, oui. Cependant, je tiens vraiment à rappeler ceci, ne pensons pas a priori que ce soit pour la collectivité, mais aussi pour les proches, une formule moins coûteuse, qui demande moins d'engagement et qui demande moins d'implication. Maintenir à domicile, c'est d'abord, dans un certain nombre de cas, des équipements. Alors parfois, on peut se contenter d'une barre pour faciliter, mais parfois il faut aller beaucoup plus loin, il faut changer la main. Je suis toujours frappé, par exemple, du fait de voir que dans des logements occupés par des seniors, les frigos sont souvent, comme dans les maisons plus traditionnelles, mis en bas. Donc il faut adapter tout dans une maison pour qu'une personne se sente vraiment bien. Et deux, il faut surtout des équipements, des dispositifs qui permettent à la personne
de sortir. Rester chez soi en permanence sans contact social n'est pas un maintien à domicile heureux. Et sortir de chez soi, c'est quoi? C'est par exemple pouvoir aller faire des courses. Une personne âgée a le droit, comme n'importe qui d'entre nous, d'avoir envie de temps en temps de faire des courses, d'aller dans une galerie commerciale, marchande, peu importe. Elle a envie de sortir. Oui, Elle c'est a plus le besoin cas à des certains résidences moments de service ou des maisons de service qui sont des alternatives aujourd'hui aux maisons de repos. mais donc ça, oui, tout à fait. Mais la résidence-service, vous êtes chez vous. Hein, ça, c'est la grande différence par rapport à une maison de repos. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans une résidence-service que vous n'avez pas envie d'en sortir, comme chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas faits pour rester en permanence dans notre logement. Nous avons envie de voir des amis, nous avons envie éventuellement de participer à des activités culturelles. Et nous avons, à certains moments, besoin, par exemple, d'une maison de convalescence ou d'un lieu où l'aidant peut aussi se reposer. Parce qu'il ne faut pas oublier dans cette évolution sociétale des personnes âgées qui souhaitent rester à domicile, du poids porté par les aidants. L'aidant pouvant être le conjoint, qui est en meilleure santé, l'aidant peut être un plus jeune, et l'aidant doit être dorloté. Alors le temps passe, on essaiera d'y répondre. Il y a 2-3 questions qui nous parviennent. Je rappelle, le SMS, 75 centimes le message, 60 31. 2-3 questions SMS qui parlent du coût très important, notamment des maisons de repos, mais aussi des maisons de service. Je parlais des investisseurs privés qui commencent à s'intéresser quelque part à ce créneau, des seniors pour le dire familièrement. Par téléphone, nous avons Philippe Verdon que j'accueille à ce moment-ci de l'émission. Philippe Verdon, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez créé de votre côté, vous êtes juriste, un fonds viager. Alors on va en parler quelques secondes. Quelle est vraiment la philosophie en tant qu'investisseur de ce fonds? Écoutez, nous sommes partis de constats qui ont été évoqués par vos invités, à savoir que heureusement un grand nombre de Belges sont propriétaires de leur logement, que par ailleurs ils ne souhaitent pas quitter leur logement et rester le plus longtemps possible chez eux, mais que les pensions ne sont pas toujours au niveau adapté par rapport au coût de la vie. Donc nous nous sommes dit, voilà, il y a là beaucoup de seniors qui sont riches d'une maison, comme j'ai l'habitude de le dire, mais ça ne fait pas nécessairement leur affaire. Et donc, il y a la possibilité de vendre en viager, qui est une solution qui est connue, mais la crainte de certains seniors, elle est notamment que la personne qui va acquérir leur logement, il reste habité dedans, mais qui va acquérir leur logement, subisse un revers de fortune, perde son emploi et ne soit plus capable de payer cette rente. Alors, on a mis en place un fonds d'investissement qui achète des viagers occupés, les seniors restent, nous n'achetons que ça, restent habités dans leur maison, dans leur appartement, et nous apportons une garantie de solvabilité qui est extrême, puisque nous sommes des investisseurs, tous les particuliers, donc c'est monsieur et madame tout le monde, qui investissent dans notre fonds, et grâce aux fonds qui nous sont confiés, nous faisons l'acquisition d'appartements, d'immeubles qui restent occupés par ces seniors. Donc ça, c'est la première particularité, c'est qu'on apporte une garantie de paiement de la rente qui est maximale. Et la deuxième chose, on réfléchit encore à d'autres formules, c'est que on a aussi observé que le senior qui vend son appartement en viager, il souhaite y rester le plus longtemps possible. Mais à un moment venu, il devra probablement partir pour une résidence-service, comme on l'a évoqué, pour une maison de repos. Et là, se posera la question de savoir ce qu'il est fait de son appartement. Alors en principe, il peut le louer, mais quelqu'un qui n'a probablement jamais rien donné en location à 80, 85 ans sera sans doute perdu. Donc notre fonds se charge aussi de l'ensemble du processus locatif et nous majorons sa rente. Donc admettons qu'il ait 700 ou 800 euros par mois de rente suite à la vente de son appartement, eh bien on va rajouter 300, 400, 500 euros s'il part en maison de repos, et ça va permettre de payer la maison de repos les seniors ou la résidence service. Oui, merci pour votre intervention, Philippe Verdon. Philippe de Feit, on voulait parler justement de la manière dont certains investisseurs plus jeunes peuvent justement avoir un impact sur la vie des seniors. Que pensez-vous de ce type d'initiative? Écoutez, a priori, je ne connais pas l'initiative en détail, mais ça me semble effectivement intéressant. En fait, je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui dans une diversité de solutions. Il faut trouver quelque chose qui s'adapte à chaque parcours de vie, à chaque situation particulière, à chaque âge, parce qu'effectivement, il faut aussi apprendre à raisonner en parcours de vie. Donc, il y a ce qui se passe avant 65 ans, on ne va pas rentrer dans les détails, avec tout ce qui peut arriver en termes d'accident de vie, de séparation, etc. Mais il y a aussi ce qui se passe après 65 ans. On peut très bien aujourd'hui assister, par exemple, à une personne qui a
68 ans va décider de quitter, ou le ménage va décider de quitter une villa 4 façades pour aller en résidence, pour aller dans un appartement en ville. Et puis, à 80 ans, par exemple, va décider de quitter l'appartement pour aller en résidence-service. Et effectivement, à chacune de ces étapes, si on ne trouve pas des formules innovantes comme celle qui vient d'être évoquée, Oui. on risque de compliquer les choses. Par exemple, il y a la question des droits d'enregistrement, qui complique un peu. Chaque fois qu'on change de propriété, il y a les droits d'enregistrement. Donc il faut un peu trouver des systèmes qui fluidifient, et effectivement, on peut trouver des systèmes. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au plus, des personnes âgées auront trouvé un logement en général un peu plus petit, qui s'adapte à eux. Ça veut dire qu'en même temps, ils libèrent un logement plus grand, qui peut alors être occupé par des familles plus jeunes, avec des enfants. Et donc ça, il y a une convergence d'intérêts privés et d'intérêts collectifs. Alors je le disais, le temps passe, mais on va tout de même essayer d'y répondre. Quelqu'un nous dit sur la page Facebook, quand on est plus âgé, il vaut mieux être très riche et surtout en bonne santé. Les maisons de retraite sont des usines inhumaines avec un personnel réduit et peu disponible et très cher. Alors là, je me tourne vers mes deux invités en direct. Claire de Kerotem pour l'ASBL, en toit deux âges. Il y a eu beaucoup de réactions pendant l'émission sur le coût onéreux des maisons de repos et des maisons de service et des personnes qui demandent vraiment des alternatives. Oui, je pense qu'un toit deux âges en est une. Pour les personnes âgées qui sont d'accord d'accueillir quelqu'un chez elles, à condition aussi d'avoir une chambre disponible. C'est vrai que tous les seniors ne peuvent pas le faire. Il faut quand même avoir cette condition de possibilité d'accueillir quelqu'un. Mais c'est vraiment gagnant-gagnant. Et je pense vraiment que c'est une solution auquel il faut penser et encourager. La créativité peut-être là pour l'ASBL, Habitat et Participation, Laurent Van Der Beek. Il faudrait être créatif dans les années qui viennent pour justement essayer de tomber dans les travers de coûts des maisons de repos et des maisons de services qui ont tendance à augmenter. Il y a déjà des réponses à l'heure actuelle pour tout ce qui est personnes qui désirent être en location, puisqu'un toit deux âges, c'est que pour des personnes qui sont en acquisitif, puisque forcément ils n'ont pas de logement. Enfin, soit. Donc, comme Abbeyfield, par exemple, Abbeyfield est parfois une bonne solution, qui ont parfois des liens avec certains CPAS pour diminuer le coût du logement. Des CPAS, des communes font des habitats solidaires justement pour diminuer un coût du logement pour des personnes âgées et pas que. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui désirent aller en habitat groupé solidaire. Donc, il y a des solutions, mais il y a des freins, comme disait M. De Feit, notamment ces freins du statut cohabitant, et il n'y a pas de statut propre à l'heure actuelle pour l'habitat groupé. Il n'y a pas de statut juridique, c'est-à-dire qu'on bricole, entre guillemets, avec les statuts existants, comme les copropriétés, les coopératives ou les fondations, mais ça, c'est vraiment les enjeux futurs. Oui, le législateur devra être créatif pour essayer justement de concilier ces problèmes parfois financiers des personnes plus âgées et puis le désir aussi de rester en lien social. Merci beaucoup aux invités. Philippe De Feit, merci à vous du côté de Namur, et puis Claire de Kerotem pour l'ASBL en toit deux âges. Allez voir sur le site internet, il y a parfois des solutions très créatives pour essayer de concilier la jeunesse et la vieillesse. Merci à vous, le forum reviendra dès demain. La première.